Alerte sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Dialogue social, un nouveau round de négociations réunit chefs du gouvernement, représentants des centrales syndicales et patronat. Sur la table des discussions, les revendications de la classe ouvrière et un tas d'autres dossiers stratégiques en suspens. La course vers un avenir plus vert et plus durable passe par le Maroc et le bassin atlantique. La 16e conférence de l'énergie s'est ouverte ce mercredi à Ouarzazate. Décideurs, industriels et opérateurs mondiaux des renouvelables discutent aujourd'hui des solutions de demain. Cannes 2025 de futsal, la promenade de santé des Lions de l'Atlas contre la Namibie hier soir. 8-1, retour sur cette entrée en lice victorieuse qui signe le premier pas de la sélection nationale féminine vers la qualification au mondial philippin. Bonsoir. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux membres de la famille de l'artiste feu Mohsin Jamal. Dans ce message, le souverain déplore la disparition d'un grand chanteur et compositeur. Sa Majesté le roi souligne que le défunt a contribué pendant plus de 4 décennies au renouvellement de la chanson marocaine et à l'enrichissement de son répertoire par des œuvres envoûtantes qui continuent de susciter l'admiration des passionnés de la musique marocaine authentique. Dialogue social, l'exécutif a entamé hier un nouveau round de discussion avec les partenaires sociaux. UMT, UGTM, CDT et CGEM se sont retrouvés sur la table des négociations. À l'ordre du jour de cette nouvelle session du dialogue social, les revendications de la classe ouvrière. Madame Smira Heri et Manablou. Une nouvelle session avec des rencontres qualifiées de fructueuses en présence de 3 centrales syndicales. L'Union marocaine du travail, l'Union générale des travailleurs au Maroc et la Confédération démocratique du travail. Lors de ces rencontres, qui s'inscrivent dans le cadre de l'institutionnalisation du dialogue social, l'accent a été mis sur l'engagement du gouvernement à ouvrir les dossiers des différentes catégories. Nous avons exprimé un certain nombre de revendications qui préoccupent la classe ouvrière, dont l'augmentation générale des salaires et des pensions de retraite, ainsi que la poursuite de l'abattement de l'impôt sur le revenu afin d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés des secteurs publics et privés. Nous considérons que l'IR est toujours élevé. De même, nous avons évoqué la question de la revalorisation des allocations familiales que nous jugeons insuffisante face au coût de la scolarisation et de la vie. Nous avons évoqué la réforme des régimes de retraite qui figure parmi les sujets les plus importants abordés lors de cette session du dialogue social. Ce dossier devrait faire l'objet d'un consensus et ne pas se faire au détriment de la classe ouvrière. Il y a aussi des problématiques liées au statut de base de certains secteurs, tout comme l'amélioration des pensions des retraités. Il y a aussi le renforcement de la protection des libertés syndicales et la préservation des droits des travailleurs qui ont fait l'objet de grands efforts du gouvernement. Cette session du dialogue social a permis d'aborder plusieurs dossiers sectoriels, comme ceux de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de l'équipement, de l'entraide nationale et des collectivités territoriales. Également autour de la table, le patronat, pour qui il reste encore des choses à faire en vue de parfaire tout l'écosystème et créer plus d'emplois et plus de productivité pour les entreprises. La CGEM reste sur la même position par rapport à l'accord signé en 2024. Nous nous félicitons de la promulgation de la loi sur le droit de grève après près de 62 ans d'attente. Et puis nous pensons qu'il est temps de réviser le Code du travail de manière à le rendre plus équilibré. Ici, le gouvernement se dit disposé à franchir de nouvelles étapes avec les partenaires sociaux et économiques sur certains chantiers. كانت فرصة أولاً لإعادة التأكيد على أنه الحكومة التزمت
Le gouvernement a pu respecter ses engagements relatifs à la mise en œuvre des accords signés avec les centrales syndicales. La session d'avril 2024 ayant été couronnée par un accord sur un ensemble de points concernant principalement une augmentation générale des salaires dans le secteur public de 1000 dirhams net en 2 tranches. La deuxième tranche devra être servie au mois de juillet prochain, au profit d'environ 1 million de fonctionnaires. L'accord avait également porté sur la revalorisation du salaire minimum dans le secteur de l'industrie, du commerce et des professions libérales, ainsi que dans le secteur de l'agriculture. La réunion a également abordé les dossiers relatifs au secteur des collectivités territoriales. Selon le gouvernement, une solution sera trouvée dans les plus brefs délais, conformément aux attentes des partenaires sociaux. Cap sur Ouarzazate, là où campe le plus grand parc solaire au monde. La ville accueille la 16e conférence de l'énergie. Un rendez-vous stratégique placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Organisé sous l'égide de la Fédération de l'énergie en partenariat avec Mazen et l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. La conférence réunit les acteurs de ce secteur à fort potentiel autour des enjeux à venir de la révolution des renouvelables et la montée en puissance du Maroc comme hub énergétique régional dans le bassin atlantique. Mohamed Rachid et Nisri El Hamdawi. Bienvenue à Ouarzazate, la ville aux énormes potentialités de production d'énergie propre, car elle abrite la plus grande centrale solaire au monde, Noor. Ce n'est donc pas pour rien que la 16e conférence de l'énergie se tient au cœur de ce site, à l'heure où les énergies vertes s'affirment comme de vraies alternatives aux énergies fossiles. Depuis le début de règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, notre pays a engagé une transformation énergétique profonde, progressive et durable. Nous avons investi dans le solaire, l'éolienne, l'hydroélectricité et plus récemment dans l'hydrogène vert. Nous avons créé des institutions fortes, renforcé nos capacités de gouvernance. Accueillir cette conférence au sein d'un site emblématique qui est le fruit d'une vision royale éclairée, concrétisée grâce à des années de déploiement, de mise en place et de preuve de la force et de la capacité du royaume à développer des projets de cette ampleur-là. C'est un signal très fort à l'ensemble de nos partenaires et des investisseurs pour leur donner le confort et la confiance pour continuer avec nous. Fort de sa politique énergétique tournée vers l'avenir, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, le Royaume a mobilisé des partenaires internationaux de premier plan, comme la France, invité d'honneur de cette édition. Le choix du Maroc étant d'ouvrir ce secteur aux investissements privés. Le Maroc, un pionnier dans les énergies renouvelables, il a dérouillé un programme très ambitieux qui aujourd'hui se déplace dans tout le monde, dans les Émirats, dans l'Afrique du Sud et tout ça. Nous avons contribué avec Mazen dans la construction, l'opération de ce complexe d'Ouarzazate. On a déjà investi plus de 3 milliards de dollars dans le pays. Aujourd'hui, l'enjeu est d'aller encore plus loin, avec une généralisation des solutions bas carbone dans nos territoires et avec une intégration effective des énergies renouvelables dans nos systèmes de production, dans nos transports et dans nos habitats. Le Maroc capitalise sur les 15 ans d'expérience, de développement de projets de renouvelables, avec leurs contraintes et leurs spécificités techniques et financières et économiques, les 30 ans d'expérience d'attractivité pour le secteur privé, national et international, pour dire aujourd'hui nous sommes à ce deuxième point d'inflexion. Ouarzazate a été un premier point d'inflexion, nous sommes aujourd'hui à ce deuxième point d'inflexion et nous l'avons démontré à notre message au conseil d'administration de l'ONE de lundi. Nous avons aujourd'hui multiplié les investissements par 5 dans le réseau, par 3 dans les projets énergétiques et surtout énergies renouvelables. Par ailleurs, les participants à cette conférence n'ont pas manqué de mettre en évidence le nexus énergie-eau. Une démarche à privilégier dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources en eau. Il suffit de mettre à contribution l'innovation dans des projets hydriques, à l'image de l'alimentation des stations de dessalement par les énergies renouvelables.
un moyen parmi d'autres de réduire l'empreinte carbone. La France est donc l'invité d'honneur de cette 16e conférence de l'énergie. Et depuis Ouarzazate, nous accueillons en duplex Gérard Mestrallet, envoyé spécial du président de la République française pour le corridor économique Inde, Moyen-Orient, Europe. Bonsoir. Vous vous trouvez au cœur du complexe solaire Nour Ouarzazate, un ouvrage emblématique qui symbolise la transition énergétique du Maroc. Qu'est-ce qui fait selon vous l'attrait de la station chez les investisseurs étrangers et plus généralement les atouts du Maroc en matière énergétique? Bonjour, alors d'abord je suis très heureux que la France soit l'invité d'honneur de cette très belle et très grande manifestation. Oui, vous avez parfaitement raison, le Maroc a des atouts exceptionnels en matière d'énergie. J'en citerai 6. Le premier, c'est le soleil. Le deuxième, c'est le vent, notamment sur la côte atlantique, des vents puissants et réguliers. Le troisième, c'est l'espace. Pour le projet hydrogène, 1 million d'hectares ont été réservés par le Maroc. 1 million d'hectares, on ne les trouve plus en Europe aujourd'hui. Quatrième avantage, c'est la proximité de l'Europe. Le Maroc a la possibilité, peut envisager sérieusement, et nous y travaillons, d'exporter de l'énergie, de l'électricité, de l'hydrogène vers l'Europe. Parce que c'est de tous les producteurs d'hydrogène, par exemple, c'est de loin le plus proche. Autre avantage du Maroc, c'est le 5e, c'est une organisation administrative et ministérielle remarquable. 6e avantage, c'est la vision à long terme donnée par Sa Majesté le Roi qui donne de la continuité. Et si vous me permettez, 6 c'est un beau chiffre, mais 7 c'est un chiffre magique. Un 7e atout, ce sont les Marocains qui sont à la fois talentueux, intelligents et très sympathique. D'ailleurs, lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc en octobre dernier, plusieurs accords ont été signés. Un en particulier concerne le partenariat stratégique sur la coopération énergétique, la connectivité et la transition énergétique. Quelles en sont les priorités ? Alors oui, c'est un accord stratégique, un partenariat stratégique qui a été établi entre la France et le Maroc. Et j'avais été notamment chargé de le négocier avec Madame Ben Ali. Cet accord est très important. Il ouvre beaucoup de portes de possibilités dans la production d'électricité renouvelable, éolienne ou solaire, dans la production d'ammoniac et la production d'hydrogène vert à partir de cette électricité verte, dans le transport de cette énergie par ligne à haute tension. Et également, il ouvre des possibilités dans le domaine de la connectivité entre le Maroc et l'Europe. Ça veut dire la possibilité de bâtir des liens physiques entre le Maroc et la France pour transporter de l'électricité notamment. C'est un des domaines que nous explorons de façon très active actuellement avec le ministère de la transition énergétique et du développement durable marocain. Vous parliez de connectivité énergétique. La question d'un corridor énergétique entre l'Europe et l'Afrique via le Maroc est souvent évoquée à travers le projet du gazoduc africain atlantique. Quel serait le positionnement de la France dans un tel projet ? Alors, la France ne s'est pas exprimée officiellement sur ce projet. Je peux vous donner mon avis, mais qui est un avis personnel et d'industriel. Je trouve que le Maroc a parfaitement raison, à travers ce gazoduc, du Nigeria jusqu'au Maroc, d'ouvrir une nouvelle page gazière de sa stratégie énergétique. Parce que le développement des énergies renouvelables, développement massif qu'a engagé le Maroc, va lui donner accès à une énergie verte mais intermittente. La nuit, il n'y a pas de soleil et parfois, il y a moins de vent. Et donc, il est important d'avoir des possibilités de produire de l'électricité dans ces moments-là. Et le gaz fournit cet avantage. L'hydrogène est aussi un élément de stockage. Les batteries sont des éléments de stockage. Mais la stratégie gazière que compte développer le Maroc, c'est très important parce que le gaz naturel va être une énergie de transition pendant encore
au moins 30 ou 40 ans. Et le gaz naturel et les énergies renouvelables me paraissent parfaitement complémentaires. Très bien, je vous remercie Gérard Mestrallet, envoyé spécial du président de la République française pour le corridor économique 1 de Moyen-Orient-Europe. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, a présidé aujourd'hui une réunion sur l'opérationnalisation de la feuille de route sur l'emploi. Autour de la table, les ministres et représentants de plusieurs départements ministériels, notamment l'emploi, le commerce et l'industrie, le tourisme et l'artisanat. L'occasion d'explorer plusieurs pistes pour drainer des investissements générateurs d'emplois. Il s'agit aussi d'identifier les contraintes auxquelles font face les très petites et moyennes entreprises. Les propos de Younes Sokouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise et de l'emploi et des compétences. Il est au micro d'Ahmed Al-Alawi et Abdelrahim Filoul. Cette réunion importante qui a été tenue sous la présidence de Monsieur le chef du gouvernement et marque le lancement de réunions très pratiques pour pouvoir aboutir à des mesures concrètes suite à la circulaire relative à la feuille de route de l'emploi. Donc concrètement, c'est une réunion dédiée à l'acte d'investir et la relation avec l'emploi. Donc pour la première fois dans l'histoire des politiques de l'emploi dans le pays, nous sommes dans une logique où chaque département ministériel productif, à savoir l'industrie, le tourisme, l'investissement lui-même, l'artisanat, le commerce extérieur, sont responsabilisés par rapport à des chiffres précis. Et l'idée aujourd'hui, c'était de voir quelles étaient les contraintes qui faisait que l'acte d'investir n'était pas forcément générateur d'emplois stables, suffisants, comme on le souhaite. Donc effectivement, nous avons identifié un certain nombre de sujets précis sur lesquels il y a des actions précises. Parce que, en fin de compte, créer des emplois à partir des investissements ne passe pas seulement par les incentives, par le fait, je dirais, de donner des aides. Il passe aussi par des autorisations. Il passe aussi par le passage, par exemple, d'une logique d'autorisation à une logique de cahier de charge. Donc il faut décomplexer l'action de chaque entrepreneur pour qu'il puisse d'abord que son projet d'investissement voit le jour et derrière qu'il puisse créer des emplois. Réunis au Caire, les ministres arabes des Affaires étrangères réaffirment leur soutien au rôle du comité Al-Quds, présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, dans la défense d'Al-Quds Sharif. Dans une résolution adoptée par la 163e session du Conseil, les ministres arabes ont salué les efforts déployés par l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif, bras exécutif du comité Al-Quds. Dans la même résolution, les chefs de diplomatie arabes ont réaffirmé la centralité de l'accord de Skhirat signé en 2015 en tant que cadre général pour le règlement politique de la crise libyenne. Cette session du Conseil de la Ligue arabe a été également l'occasion pour les ministres des Affaires étrangères d'exprimer leur large soutien aux candidatures marocaines à des postes au sein d'organisations régionales et internationales. L'actualité au Proche-Orient dominée ce mercredi par des bombardements israéliens meurtriers sur Gaza. De violentes attaques de l'armée israélienne ont pris pour cible aujourd'hui une école abritant des déplacés dans le nord. Le dernier bilan fait état de 25 morts. Face à cette nouvelle offensive israélienne, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas monte au créneau et demande au Hamas de libérer les otages encore retenus dans la bande de Gaza, y voyant le principal motif de l'offensive israélienne contre le territoire palestinien. Pendant ce temps, c'est une énième réunion sur un cessez-le-feu en Ukraine. Des discussions entre Américains, Ukrainiens et Européens ont lieu aujourd'hui à Londres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté sur la nécessité d'avoir un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel. Sur le terrain, 9 personnes ont été tuées et 32 blessées dans une attaque de drone russe contre un bus à Marganet dans le sud-est du pays. La terre a tremblé ce matin en Turquie. Un puissant séisme de magnitude 6,2 a été fortement secoué la mégalopole d'Istanbul, sans faire de victimes ni de dégâts. Mais cela n'a pas empêché des milliers de personnes de se jeter dans les rues en proie à la panique. L'épicentre se situe en mer de Marmara. Au total, une cinquantaine de répliques, dont une de 5,9, ont été enregistrées dans les 2 heures suivant le tremblement de terre.
Le gouverneur d'Istanbul a placé tous ses services d'urgence en état d'alerte. Retour chez nous, la plus grande ferme de Meknès continue d'attirer les foules. C'est que le 17e Salon international de l'agriculture au Maroc offre une immersion dans le monde agricole. Et l'un des pôles les plus fréquentés, celui dédié aux produits du terroir. Et comme chaque année, c'est la ruée vers la grande halle des coopératives pour faire son stock des saveurs locales. Les exposants de cette filière innovante se frottent les mains. Notre équipe sur place a fait le tour des étals. C'est un reportage d'Ahmed El-Fadili. Un voyage de goût et de saveur. Au pôle des produits du terroir, les visiteurs du Salon international de l'agriculture découvrent la diversité et la richesse des produits locaux. Plus de 500 associations et coopératives exposent leur savoir-faire dans la valorisation de ces produits. Une véritable attraction pour les visiteurs du salon. Notre région est réputée pour ses plantes aromatiques et médicinales et ses huiles essentielles. Nous avons également des produits alimentaires. Nous proposons une variété de couscous, notamment au jujube. Notre coopérative a commencé avec 7 femmes seulement. Aujourd'hui, nous en comptons 50. Tous nos produits sont bio. Nous présentons des sfouf faits avec du miel et des fruits secs. Huile d'argan, miel, huile d'olive, les produits phares du terroir sont déclinés en plusieurs versions. À cela s'ajoutent les produits cosmétiques et semi-industrialisés. Qualité et innovation ont permis à ces exposants de rehausser la qualité de leurs produits et de s'imposer à l'international. Zakaria Irish en est un exemple. Le miel de sa coopérative a été primé par une médaille d'or au Salon de l'agriculture de Paris. Le miel marocain est apprécié à l'international. Nous rencontrons toujours un engouement pour les produits marocains quand nous participons à des salons à l'étranger. Notre miel de Tim est un produit de la montagne de la province d'El Haouz. Le Salon international de l'agriculture de Meknès, une plateforme de rencontre de choix entre exposants et experts. Le salon permet également d'établir des ponts avec le grand public, de gagner en visibilité et d'attirer de nouveaux clients. Cet événement nous permet de voir nombre de produits variés. Cela permet ainsi de mettre en lumière ces produits dotés de goût exquis, d'éclat et de qualité appréciée. En plus de valoriser les produits locaux, ces coopératives et associations contribuent à améliorer les revenus de ses membres. Le Salon international de l'agriculture promet ainsi d'être une véritable vitrine pour leurs produits, prisés à la fois au niveau national et international. Le sport avant de refermer ce journal futsal et cette entrée en lice victorieuse de nos Lionnes de l'Atlas à la CAN. Les protégés de Adil Sayeh ont largement dominé hier leurs homologues namibiennes. Score final 8-1 en festival de buts qui a fait chavirer les cœurs des supporters. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Boufkar Bnabrit. L'art et la manière y étaient lors de cette première rencontre. Les 2 premières minutes de jeu ont mis en confiance les Lions de l'Atlas. L'honneur d'ouvrir le score est revenu à Malek Zaid El-Kilani à la 4e minute de jeu. Intraitables, les protégés de Adil Sayeh enchaînent les offensives. Doha Al-Madani double la mise 2 minutes plus tard. Galvanisés par ces 2 premiers buts, les Lions de l'Atlas accélèrent le rythme. Et de quelle manière? Et de 3, triplé signé Soumeya Hadi. Poussé par un public venu nombreux encourager les protégés de Adil Sayeh, Amal Al-Oufir et Siham Tedlaoui aggravent le score avant le repos vestiaire. Score à la mi-temps, 5-0. En entamant cette première rencontre, nous savions que cela n'allait pas être facile à gérer, surtout pour une première rencontre d'un grand tournoi. N'oublions pas que nous sommes le pays organisateur et nous subissons une grande pression. Nous avons bien évolué, mais malgré ce score large, nous avons des corrections à apporter si nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition. Deuxième mi-temps. Drissiya Kourish enfonce le clou, bien servi par le Madani.
avant que les Namibiennes ne réduisent le score quelques minutes plus tard. Totalement dépassées, les joueuses namibiennes encaissent un 7e et un 8e but par le biais de Yasmine Demraoui. Nous ressentons beaucoup de joie après cette belle victoire. Le public a été également de la partie. C'est une victoire méritée. Nous avons suivi les consignes de notre entraîneur et nous avons gagné par un large score. Le prochain match opposera les Lions de l'Atlas aux Indomptables du Cameroun. Ça sera demain jeudi. Les équipes finalistes décrochent leur qualification à la prochaine Coupe du Monde, prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre 2025. Nous souhaitons bonne chance à nos Lions de l'Atlas pour le reste de la compétition et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula.